La nostalgie va nous rappeler les bons moments à cette période-là, comment on se sentait, comment est-ce qu'on était, parce que notre cerveau va en fait discriminer et garder les bons souvenirs et coller ça justement, ou ranger ça dans la case nostalgie. Alors répondez à ma question, est-ce que c'était mieux avant ? Non. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Bon matin à tous, bon matin Karima. Bon matin Philippe, bon matin à nos auditeurs et auditrices, ravi de vous retrouver. Ben, moi aussi, vous avez une voix de radio, mais il y a des fois où j'aimerais que nos auditrices et nos auditeurs vous voient. C'est vrai. Tellement vous êtes belle. Oh, c'est gentil. Vous êtes encore plus belle que d'habitude. Oh, ça me va droit au cœur, merci. Ben, vous savez, on vous l'a dit, vous êtes arrivé, on vous dit qu'est-ce que vous êtes belle. Oui, c'est les couleurs que je porte aujourd'hui, le bleu et le marron. Bleu et marron, ouais. Oui. Avec une pierre là. Alors oui, ma pierre que je porte autour du cou, c'est une labradorite bleutée. Donc dans les labradorites, on a la labradorite irisée qui est plutôt blanche et crémeuse, avec des reflets bleus en fait, bleus et irisés. Et celle-là, elle est bleue, donc on l'appelle aussi la pierre du thérapeute, Philippe. Ah. Pourquoi ? Parce que c'est une pierre qui ramasse en fait toutes les ondes, les mauvaises ondes, les ondes négatives, que ce soit celles des personnes ou les ondes électromagnétiques. Et donc vous allez... Bon, à la fin de la journée, là, c'est la matinée. Ça protège en fait. Voilà, et à la fin de la matinée, elle change de couleur. Voilà, et ça veut dire qu'il faut que je la nettoie. D'accord. Voilà. Si c'était du rubis, vous en auriez pour cher sur vous, tout de suite. Du rubis ? Ah oui. Non, en poids, parce qu'elle elle est balèze. Oui, elle est balèze, Elle est un petit peu lourde, oui. Et bien d'ailleurs, je l'achète au poids. Voilà. Ah ouais ? Oui, je l'achète au poids. Vous êtes comme ça, vous ? Oui. Karima Chadi, psychothérapeute, coach parental et familial et praticienne en constellation familiale, celle qui fait du bien quand on l'écoute. Il y a Karima, une petite musique qui distille dans les conversations, dans les médias. C'était mieux avant. Oui. Et une grande radio périphérique qui a même consacré toute une journée complète. Ils avaient pris l'année 1975 comme référence, mais sans vraiment répondre à la question, est-ce que c'était mieux ou est-ce que c'était pas mieux avant ? Donc on est resté un petit peu sur notre fin. Il y a même un film qui vient de sortir, c'était mieux demain. Oui. Alors, 75% des Français considèrent qu'en France, c'était mieux avant. Et vous d'abord, Karima ? Alors, comme je vous le disais avant de commencer l'émission, je me suis beaucoup amusée à préparer cette émission et avec beaucoup de plaisir. Parce qu'au début, quand vous me l'avez proposé, quand on a discuté... Non, vous m'aviez proposé d'autres sujets. Oui, moi je vous ai proposé d'autres sujets. On discute, on se concerte. Donc voilà. Et après, je me suis dit... Parce qu'on s'est fait planter, on va vous raconter les coulisses. On s'est fait planter, donc on a dû réécrire l'émission. Absolument, on va donner les coulisses. Ouais. Donc simplement, en la préparant, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'on va dire là-dessus ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Et puis du coup, je me suis posé la question à moi-même, et en me disant, mais Karima, est-ce que c'est vrai que c'était mieux avant ? Et en pensant, rien que pensant à ça, ça a mobilisé en moi, Philippe, toute cette belle énergie de la nostalgie, cette énergie de, vous savez, les choses que l'on réécoute, les musiques que l'on écoutait quand on était plus jeune, les endroits dans lesquels on se rendait, les personnes qu'on connaissait. Donc il y a tout ça, c'est comme si un tableau devant moi est apparu, et avec cette émotion qui est celle de la nostalgie. La nostalgie, c'est une émotion, elle fait pas souffrir en fait, la nostalgie. On se rappelle de moments agréables, mais pas avec douleur. Vous voyez ? C'est pas avec douleur. Pourquoi ? Parce que la nostalgie va nous rappeler, donc si je veux répondre à votre question, c'était mieux avant, va nous rappeler les bons moments à cette période-là, comment on se sentait, comment est-ce qu'on était, parce que notre cerveau va en fait discriminer et garder les bons souvenirs et coller ça justement, ou ranger ça dans la case nostalgie, où je m'en rappelle avec douceur, avec tendresse, et il y a même, je crois, une station radio qui s'appelle comme ça. Non, et qui cartonne. Mais oui. Qui cartonne, et puis toutes les soirées années 80, 90, exactement. Maintenant les années 2000, bon voilà, donc il y a, en tout cas musicalement, la nostalgie est un créneau qui se porte bien. Oui, et surtout que maintenant aussi, comme vous le dites, les commerciaux ont attrapé en fait ce concept de c'était mieux avant pour vendre. Maintenant, on va acheter vintage, on va recycler les choses et dire c'est un vieux truc, je vais le retaper. Par exemple, un vieux fauteuil, un vieux... Vous voyez, donc c'est sûr, vous allez me dire, non, c'est peut-être parce qu'on est écolo et qu'on fait attention à la planète. Bon, peut-être, mais c'est très à la mode de dire, oui, je vais recycler, retaper, je vais acheter un truc qui fait un look un peu vintage dans notre manière de nous habiller, de recycler les choses, quoi. Et parce que c'était bien avant. Alors, répondez à ma question. Est-ce que c'était mieux avant ? Non. Pour moi, non. Je vous le dis non, je suis catégorique. Pourquoi je vous dis non ?
Parce qu'en fait, c'est en travaillant pour l'émission que j'ai changé. Si vous m'avez posé la question avant de préparer l'émission, je vous aurais dit oui, c'était nettement mieux avant. Mais là, en préparant l'émission, je me dis oui, parce qu'en fait, comme je suis dans une démarche intégrative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais prendre les choses du passé qui sont positives et que j'ai envie de perpétuer, que j'ai envie de reproduire, que j'ai envie de faire vivre, de continuer à faire vivre, et de construire l'avenir avec. Vous voyez ? Je réponds à votre question ? Est-ce que ça vous fait changer à vous d'avis ou pas ? Parce que vous, je sais que... Alors non, c'était plus à titre personnel, en fait. C'est savoir que finalement, est-ce que vous avez l'impression qu'à certains moments de votre vie, c'était mieux ? Oui. Ah, ça, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. C'est-à-dire, quand je dis c'était mieux avant, est-ce que peut-être... en 1960... Non, mais moi, je suis pas d'accord. C'était le gavache. Est-ce que c'était pas mieux à vous ? Non, alors moi je suis née en 71 déjà, donc les années 60, je ne sais pas comment c'était. Non, mais est-ce qu'il y a des époques, peut-être quand vous regardez dans le rétroviseur, de votre vie où vous dites « Ah, c'était quand même mieux à ce moment-là ». Alors, je me le suis dit à différentes étapes de ma vie, quand il y a eu des moments charnières comme ça, quand je suis passée du lycée à la fac, que je me suis retrouvée à la fac, je me dis « Ah, quand même, c'était bien, c'était mieux avant ». C'était mieux le lycée. C'était mieux le lycée, parce qu'à la fac, c'était autre chose. Et puis après, quand j'ai commencé à me développer et à grandir aussi à la fac, dans laquelle j'étais à Nice. Et ensuite, quand j'ai quitté les études et que je me suis arrêtée, que je rentrais dans la vie d'adulte, le travail et tout ça, et j'ai dit « Ah, c'était mieux avant quand même quand j'étais étudiante ». Vous voyez, à des moments charnières. Mais en fait, on se rend compte que le « c'était mieux avant » nous aide en fait à construire notre identité. Toujours dans cette démarche intégrative, de prendre les choses du passé, de faire le tri. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce qui était bien réellement ? Parce qu'en fait, au fond, quand on dit c'était mieux avant, c'est parce qu'en fait, on est connecté, on est relié à des valeurs qui, à ce moment-là, étaient très fortes et qu'on voudrait voir vivre encore dans l'instant présent, au moment présent et peut-être aussi dans l'avenir. C'est surtout, en fait, cette reliance avec les valeurs qui nous portaient à ce moment-là. Par exemple, on va prendre par rapport à la nostalgie. Moi, je l'ai beaucoup travaillé par rapport à la nostalgie. La nostalgie, ça vient du grec, qui veut dire nostos, je crois, ça veut dire douleur. Et le reste du mot logo, douleur. Alors, attends, je vais le retrouver. Je vais rentrer dans mes notes parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Si ma fille m'écoutait, qui a fait du grec ancien, voilà, la science de la douleur. Merci. Voilà, merci. Nostalgie, ça veut dire la science de la douleur. La science de la douleur. Ah ouais, c'est ça. J'étais loin de penser à ça. C'est ça. Ouais. Et les études de Constantin Sédikides de l'université de Southampton. Alors, mon anglais il est un peu nul. Je crois qu'il avait un nom un peu grec. Voilà, oui, un peu, peut-être que. À Southampton, c'est pas en Grèce. Hein. Non, c'est pas en Grèce, c'est aux États-Unis, mais bon, probablement qu'il a des origines grecques, comme le nouveau maire de New York. Hein. Pas grec, mais plutôt, voilà, bref, je voulais le glisser. C'est tellement maladroit ce que je viens de faire. Non, mais c'est pas grave, je l'assume. En fait, vous deviez le caser à un moment donné, bon, vous l'avez fait. Bien, alors Constantin, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, vous êtes même pas. Ne soyez pas désolé, vous l'êtes même pas en plus. Non, c'est pas vrai. Vous êtes désolé ? Moi-même, vous me connaissez trop bien, c'est pas possible. Vous n'êtes pas désolé. Non, je suis pas désolée. Faut assumer. Donc en fait, il a fait donc les recherches sur la nostalgie, donc il a une étude et tout ça, et donc il dit que la nostalgie vient renforcer l'identité et le bien-être. Pourquoi ? Parce que la mémoire est sélective. Elle va sélectionner, elle va garder le meilleur. Et elle va atténuer le pire. Et donc, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va monter un film, un scénario, et à partir des souvenirs choisis. D'accord ? Donc, par exemple, vous dites, là, vous parliez tout à l'heure des années 60, des années 90, maintenant des années 2000. Mais chaque civilisation, en fait, quand on regarde les Grecs anciens aussi, ils disaient vivre l'âge d'or. Quand on regarde la culture andalouse, ou la culture arabo-musulmane, et on se dit « Ah, l'âge d'or de l'islam, l'âge d'or de l'Andalousie ». Parce que, en fait, derrière ça, il y a quoi présupposé ? C'était mieux avant. Ce que l'on vivait était nettement mieux. Donc, à chaque époque, en fait, on pense que la précédente... Ça a toujours existé. C'est pas nouveau. C'était mieux avant, c'est pas nouveau. Et on va toujours penser que la période précédente était beaucoup plus stable, beaucoup plus riche, beaucoup plus intense. Et en fait, c'est surtout, dans l'étude, c'est ce qu'il dit, c'est le réflexe que l'on a en fait par rapport au changement et face au changement. Parce que le monde change vite. Et maintenant, les réseaux sociaux, on le dit tout le temps, hein, les réseaux sociaux, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas comme
comme celles d'avant, ils n'ont plus peur de rien, il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela, ils sont tous connectés, ils sont tous, maintenant il y a l'intelligence artificielle, comment on va faire avec tout ça? Bref, donc le monde change vite, et parfois trop vite, parce qu'on n'arrive pas en fait à trouver sa place, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit c'était mieux avant. Parce qu'avant, probablement que j'avais ma place. Probablement que j'arrivais à faire avec les codes de l'époque. Et que maintenant, je me sens peut-être un peu dépassée. Alors quand on interroge les trentenaires aujourd'hui, alors, ils sont grandement convaincus que c'était mieux avant et regrettent de ne pas avoir vécu dans les années 70 et 80. Oui. Époque qu'ils n'ont pas connue. Bon, on ne va pas jusqu'aux années 60. En fait, pour eux, la nostalgie, c'est 70. Voilà. C'est l'âge d'or. C'est l'âge d'or, voilà. Exactement. C'était là que c'était mieux. C'était là que c'était le mieux. Pourquoi ? Parce que probablement, il y a eu beaucoup d'avancées sociales aussi. D'avancées sociales, de libération des femmes aussi. C'est là où il y a eu beaucoup de changements sociétaux qui ont permis justement à cette jeunesse aussi de se référer. Et là, dans notre période où on est... Alors moi, j'ai utilisé aussi... un outil qu'on utilise en thérapie et en développement personnel, qui est la spirale dynamique. Je ne sais pas si vous connaissez, Philippe. La spirale dynamique, en fait, c'est l'étude, donc elle est basée sur les travaux aussi de Piaget, de grands psychologues, sur en fait la question de l'évolution des mentalités, des valeurs dans le temps. Vous voyez, c'est-à-dire depuis que l'homme est homme, qu'il existe, et jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à même plus tard. Et donc, en fait, c'est la spirale, on l'appelle la spirale dynamique parce que c'est une dynamique sous forme de spirale et qui va déterminer, en fait, chaque société, à chaque époque, et qui se base aussi sur les stades de l'évolution de l'être humain. Quand je dis les stades de l'évolution, donc c'est une démarche évolutive et pas évolutionnaire, évolutive, dans le sens où on prend le petit enfant. Le petit enfant, quand il se développe, le développement de sa conscience, le développement psychomoteur, le développement affectif et sexuel, en fait, l'être humain se développe de cette manière-là. Bon, je ne vais pas la détailler là parce que ce n'est pas le thème de l'émission, mais se développe. Et les sociétés aussi, elles vont fonctionner d'une certaine manière. Par exemple, dans la spirale dynamique, il y a la période rouge, qu'on appelle la période rouge, où on va trouver que les sociétés vont plutôt fonctionner de manière tribale, de manière clanique. C'est-à-dire que c'est le clan qui est important, et donc certaines valeurs qui vont être plutôt plus fortes que d'autres. La notion de justice, et peut-être pas la notion d'équité, que l'on va retrouver peut-être dans la période turquoise. Bref, je m'arrête là-dessus sur la spirale dynamique. Oui, ça tombe bien parce qu'on va faire de la pub. Voilà, ok, très bien. Et oui, c'était mieux avant. On a longtemps cru que c'était la phrase des grands-parents, mais aujourd'hui, même les trentenaires sont touchés. La jeunesse française idéalise les années 70 et 80, années qu'ils n'ont pas connues. Mais c'était mieux avant, finalement. C'est un mythe ? Oui. Ou pas ? Oui, c'est quand même un mythe. Parce qu'en fait, quand on est dans une démarche, je veux dire, réparatrice, le fait que quand la personne dit c'était mieux avant, et d'ailleurs moi je le vois en cabinet, en thérapie, quand les personnes viennent me voir et me disent je veux revenir comme j'étais avant. Ça, on l'entend tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'on a la sensation d'avoir perdu quelque chose. D'accord ? Et donc on va mobiliser la nostalgie, comme je l'ai dit. Alors je fais une correction, parce que tout à l'heure, en première partie, je disais que c'était la science de la douleur. Non, c'est pas la science de la douleur. Nostos, c'est le retour de la douleur. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, mais je ne sais plus comment il s'appelle, là, le chercheur, le Constantin, voilà, lui, donc, nous parle de cette émotion réparatrice. Parce qu'en fait, quand on dit, Philippe, c'était mieux avant, on parle de qui ? Est-ce qu'on parle de la période ? Est-ce qu'on parle de l'époque ou est-ce qu'on parle de nous, finalement ? Et puis, déjà, avant, c'est quand Exactement. On ne sait pas, parce que c'est une grosse omission, en fait, une omission dans le langage, où on ne précise pas la période. Est-ce qu'on parle de la période ? Est-ce qu'on parle des gens ? Est-ce qu'on parle de la culture ? On parle de quoi ? Vous voyez ? Donc, cette émotion, elle, quand on dit « c'était mieux avant », on ne parle pas du passé, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. On ne parle pas du passé, mais on parle de nous, et de nous à un moment où on se sentait plus cohérent, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec nos valeurs, avec des principes. Peut-être plus libre, peut-être plus entier aussi. En tout cas, c'est ce que je remarque, moi, dans ma démarche thérapeutique, dans l'accompagnement. C'est ce que je vois. Quand les gens disent « oui, je veux revenir comme j'étais avant ». Mais déjà, il faut leur dire que ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut redevenir comme on était avant ? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut retourner ? Parce qu'en fait, le passé, ça y est, il est révolu. Et ce n'est pas possible de redevenir comme on était avant. On peut devenir que plus riche, en fait, plus enrichi. Parce que la personne pense qu'elle a laissé quelque chose dans le passé.
ou qu'elle a oublié quelque chose dans le passé. C'est pour ça qu'en thérapie, on va aller chercher ce que tu as laissé là-bas pour venir enrichir ton expérience aujourd'hui et enrichir et actualiser même, j'ai même envie de dire ça, actualiser ton identité. Pour pouvoir aller de l'avant. Dans ce « c'était mieux avant », la plupart du temps, c'est parce qu'on se dit j'ai laissé quelque chose là-bas, une partie de moi. Et alors, peut-être que j'ai envie de revivre des choses que j'ai vécues à ce moment-là. Alors, non, il y a des plaintes objectives. Avant, on pouvait manger sans crainte d'attraper le cancer. On pouvait boire de l'eau au robinet sans crainte d'attraper une maladie. On pouvait fumer partout. La France était forte. On prenait le soin de discuter, de rire ensemble, de partager des repas sans écran. Avant, les jeunes, au moins, ils étaient mieux élevés. Le point commun, c'était mieux, les appartements étaient moins chers à acheter. Je suis d'accord. Le point commun entre tout ce que vous dites, Philippe, c'est quoi? Le point commun avec tout ça, on pouvait manger ce qu'on voulait sans faire attention à tomber malade. On pouvait fumer où on voulait fumer. On pouvait parler de tout. On pouvait ceci, on pouvait cela. Le point commun de tous ces points-là... Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Vous l'avez entendu. Oui, celui-là, bien sûr. C'était mieux avant. Oui, mais moi, là-dedans, j'entends en tout cas, et on ne le dit pas clairement, mais pour moi, c'est la question du changement. C'est comment est-ce qu'on a intégré le changement. Ça veut dire qu'on a gardé une image figée, moi, c'est ce que je pense, qui s'est cristallisée du passé et on l'a embellie. Parce que les crises, on les vivait aussi à l'époque. Il y avait des crises, il y avait... si on parlait des années 70, les années 70, je crois qu'il y a eu une crise, non ? Financière ou un truc comme ça. Non, première crise du pétrole. Voilà, crise du pétrole. Il me semblait bien qu'il y avait un truc comme ça. 74. Voilà, 74. Vous étiez né pourtant, vous aviez au moins déjà 3 ans. J'avais 3 ans, effectivement. Donc, vous regardiez le journal de Roger Giquel. Oui, mais à 3 ans, Jean-Claude Bourré aussi, je l'aimais bien. J'aimais bien son nom. C'est juste après. Ouais, c'est juste après. Parce qu'il était bourré. Oui. Mais je sais pas, bourré, t'as bourré, je sais pas. C'était ma mémoire de petite fille. Bref, c'est pas dont il s'agit. Non. Ce dont il s'agit. Je vais y arriver, il faut que je prenne des cours avec une orthophoniste. Donc, c'est peut-être ce qu'on a laissé à cette période-là, où c'est justement, on parle de nostalgie encore. Comment est-ce qu'on a cristallisé ça, comment est-ce qu'on a figé ça, et comment est-ce qu'on l'a embelli, comment on a décoré ce tableau que notre cerveau a créé et qui nous fait dire c'était mieux avant. Mais il y a eu des crises, comme je l'ai dit. Il y a eu des crises, il y a le chômage a explosé dans les années 80, il me semble. Pas mal de choses, ce qu'on vit. Finalement, les années d'aujourd'hui, c'est les conséquences de quoi ? De ce qui s'est passé avant. Donc, comment on peut dire c'était mieux avant, sachant qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est les conséquences de ce qui a été installé avant nous. C'est logique ou pas logique, ce que je suis en train de dire, ou c'est logique. Ou je mais divague. Notre cerveau nous trompe. Et je suis d'accord. Et là, c'est en ça que c'est magnifique, parce que vous allez pouvoir justement hacker votre cerveau et dire, puisque mon cerveau fait déjà cette discrimination, il va sélectionner des souvenirs, il va garder des souvenirs, il va poser une étiquette sur ce souvenir, il va le ranger dans l'archive, dans l'armoire à archives, les bons souvenirs, la nostalgie, ceci ou cela. Et il fait exactement la même chose du point de vue positif pour des souvenirs positifs, mais il le fait aussi du point de vue des souvenirs négatifs. Maintenant, c'est à vous. Comme on en prend conscience maintenant, c'est de dire, ok, de quoi je veux me rappeler et comment je veux me rappeler de cette période-là, par exemple les années 70, les 10 premières années de ma vie, où papa, maman étaient avec moi et puis que j'étais pas encore à l'école, je sais pas, je raconte n'importe quoi là, enfin pas n'importe quoi, je donne un exemple quelconque juste pour dire, à vous de voir en fait, quand vous dites c'était mieux avant, qu'est-ce que vous voulez dire vraiment réellement ? Est-ce que vous êtes en train de parler des valeurs que vous ne sentez plus vivre aujourd'hui dans la période que vous vivez et que vous avez envie de réactualiser ou en tout cas de faire revivre, voyez ? Ou bien vous êtes en train de parler d'une partie de vous, de comment vous étiez libre, insouciant, spontané, en lien avec tout le monde et on n'avait pas peur de si on parle à une femme. Vous vous rappelez la discussion qu'on avait eue la dernière fois avec, je ne me rappelle plus de son nom, avec Gérard, je crois, et qui disait maintenant on ne peut plus dire bonjour à qui que ce soit sans être... et c'est vrai. Et c'est vrai, je suis d'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, enfin, c'est une hypothèse, hein, c'est comme ça que je me l'explique, parce que souvent, vous savez, quand on est dans des extrêmes, généralement, quand on est dans une extrême, à un moment donné, une extrême va appeler l'autre. Et donc, l'objectif, c'est quoi ? C'est de venir rééquilibrer les choses.
Et pour rééquilibrer, c'est de se poser les questions, c'est quoi que j'aimais dans cette époque? C'était quoi? La liberté, la spontanéité, la disponibilité, la facilité, l'aisance, la fluidité. C'était quoi que j'aimais à cette période-là? Souvent, c'était peut-être le fait d'être plus jeune. Déjà, donc ça veut dire qu'il faut faire le deuil aussi. À la base, c'est peut-être ça. C'est aussi ça, et puis de se dire... Avant, on était plus jeunes. Mais c'est super ce que vous dites, Philippe, parce que c'est effectivement ça, parce qu'on est en train de se dire, on est en train de voir le déclin, en fait. La plupart des gens, quand ils parlent de ça, ils vous parlent du déclin. Vous le disiez tout à l'heure, la France n'était pas comme ça. Enfin, vous ne l'avez pas dit comme ça. La France était forte. Voilà, exactement. Et puis beaucoup reprennent ces discours. Elle pesait sur le plan international. Exactement. Et elle laisse ça on l'entend. On l'entend, bien sûr. Et peut-être que c'est vrai aussi. Peut-être que c'est vrai. Mais maintenant, l'objectif, c'est pas de s'arrêter là et de faire juste ce constat. C'est de se dire, OK, comment je construis maintenant l'avenir et le futur? Comment je le vois? Je co-construis avec le c'était mieux avant pour aller vers l'avenir. Vous voyez? Et pas de rester figé et puis de dire, voilà, je dois faire le deuil de ma jeunesse, je dois faire le deuil de ma spontanéité, je dois faire le deuil de ma légèreté, je dois faire le deuil de mon insouciance. Oui, parce que ça, c'est des caractéristiques de la jeunesse, généralement. Vous voyez? Et de dire, maintenant, en fait, j'ai vieilli et comment j'intègre ça? Et qu'est-ce que j'en ai appris? Et finalement, la sagesse derrière tout ça, c'est quoi? Plutôt que de rester dans « c'était mieux avant ». Vous l'avez dit tout à l'heure, mais comment on co-construit avec ça? Mais avant, le c'était mieux avant, c'était une phrase de personnes qui étaient plutôt âgées. Oui. Maintenant, les générations partagent le c'était mieux avant. Oui. Même les trentenaires. Alors, je ne sais pas si les vingtenaires partagent le c'était mieux avant. Si on me confirme que oui, les 22naires me confirme que c'était... Les 22 nerfs, on dit comme ça, je savais non, on ne dit pas. D'accord. On ne dit pas. Comme je n'ai pas le mot, j'ai inventé un mot. Comme Solal m'a avoué tout à l'heure qu'il n'avait pas 18 ans, mais 22 ans. D'accord. Ce qui fait quand même toute la différence. Donc, il faut qu'il nous confirme. Est-ce que pour lui aussi, c'était mieux avant? Tout simplement. Ah oui, il faut le dire au micro, par contre. Parce que si tu ne le dis pas sans micro, on ne va pas t'entendre. Ce qui est fou, c'est que on regrette même une époque qu'on n'a pas vécue, les jeunes. C'est ça que je suis en train de dire. Voilà, oui. Mais quoi comme époque, par exemple? Une époque sans le numérique. Les jeunes qui ont connu la transition numérique, ils voient les relations qu'à travers... pas qu'à travers ça, mais avec un téléphone qui peut être un moyen de communiquer, là où avant, c'était pas du tout le cas. Et donc... on romantise peut-être plus les relations où les gens s'envoyaient des lettres, il y avait plus de manque, plus d'attente, plus d'attention. Oui. Donc je suis d'accord. C'était mieux avant, mais quelque chose qu'on n'a pas connu. Avec des timbres que tu allais poster à la poste, que tu attendais la réponse, qui arrivait 10 jours, 20 jours après. On n'était pas dans l'immédiat. Et encore, et il fallait être super motivé, parce que c'est avec les velléités de dire oui, il faut que j'écris, puis de penser à aller à la poste, et puis faire la queue à la poste, d'acheter le timbre, etc. Tant que maintenant, c'est le mail. C'était pas spontané. C'était pas spontané, exactement. Il faut quand même imaginer que dans les années 70 ou 80, on n'imaginait même pas en rêve qu'un jour on paierait des téléphones 1200 ou 1300 euros. Il faut juste imaginer ça. Je suis d'accord aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais une grande partie de ceux qui nous écoutent trouvent ça normal de payer un téléphone ce prix-là. Oui. C'est-à-dire un mois de salaire. Un mois de salaire, et puis d'avoir un mois de salaire, et puis aussi les personnes qui utilisent, en fait. Moi, je vois des lycéens qui arrivent quand ils viennent en séance et qui sortent leur téléphone, et je les vois avec un téléphone, un smartphone, à ce prix-là. Je dis, mais il est lycéen. Ils ne travaillent pas. Et les parents, donc, mettent cet argent là-dedans. Moi, ce que j'y vois, on a donné cet exemple-là, mais ce que j'y vois, c'est quoi? C'est qu'en fait, le monde, il change tellement vite, en fait. Il change tellement vite qu'on a peut-être l'impression que ça nous échappe. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je sais pas. C'est bien ça. Il faut vraiment que ça nous échappe. Et de se dire, finalement, avant, c'est vrai, on parlait de lenteur, on parlait de patience, on attendait que les choses arrivent. Maintenant, c'est quoi? C'est les générations du scrolling, génération du zapping. Même maintenant, zapping, c'est plus à la mode d'ailleurs. Voyez? Donc c'est là où on s'interroge sur c'était mieux avant, mais par rapport à quoi finalement? Qu'est-ce qu'on a perdu dans ce c'était mieux avant? Qu'est-ce qu'on a perdu et qu'on veut retrouver coûte que coûte? Voilà, on décrypte un mythe ce matin avec Karima Chadi, c'était mieux avant, et vous nous avez dit tout à l'heure que c'était notre cerveau qui nous jouait des tours. Oui. Parce que c'était peut-être bien avant, mais c'était pas mieux. Mais c'était pas mieux, exactement. C'était bien, mais c'était pas mieux. Mais en fait, ce que ça nous aide
en tout cas, c'est comme ça. Moi, comme vous le savez, je suis dans une démarche intégrative. C'est peut-être une manière de réconcilier, en fait, ce que veut notre cerveau, réconcilier le passé et le présent. D'accord ? Maintenant, bien sûr, sans s'enfermer dans le regret. Et il est là le problème. Si on s'enferme dans les regrets, là, on va être complètement aigri, complètement regarder la jeunesse et le monde qui évolue et qui avance et qui se transforme d'une manière détestable, quoi, de voir ça et de dire, moi, je ne veux pas faire partie de ce monde. Il y a des gens qui ont cette posture-là. Hein. Maintenant, si on veut justement faire partie et le vivre bien, parce que l'objectif, c'est quand même de ne pas souffrir, quand même, de vivre bien et de se dire, OK, qu'est-ce que moi, puisque moi, j'ai connu cette période-là, du c'était mieux avant, je l'ai connu, donc de pouvoir amener ce que j'ai goûté là-bas, ce que j'ai touché, ce que j'ai développé, les expériences que j'ai vécues, et de les ramener, de les présenter en fait à cette jeunesse, et de les présenter à ce monde-là, justement dans une démarche collaborative, dans une démarche de co-construction, dans une démarche de coopération, vous voyez, d'intelligence collective, vous voyez, et pas de rester dans nous c'était le clan des c'était mieux avant, vous c'est votre elle est claquée votre période à vous, à la jeunesse, de toute façon vous êtes tous foutus, vous allez tous être malades, vous allez tous être... Vous voyez, les jeunes n'ont plus de respect. Oui, ça c'est vrai, je suis d'accord. Moi je vais prendre quelque chose sur lequel on va peut-être à peu près être d'accord, consensuel. Alors allons-y. Alors, je sais pas, il y en a peut-être qui vont nous écouter qui disent non, les jeunes ont du respect, mais les jeunes n'ont plus de respect. Alors avant, au moins, on était, je dis pas bien élevé, mais en tout cas, au moins, on respectait les adultes. Alors, bien sûr, si on fait qu'une lecture comme ça, donc c'est vrai qu'avant, on respectait les adultes, et que, mais comment on respectait les adultes ? De quelle manière, en fait ? De quelle manière ? Est-ce qu'on les respectait parce qu'effectivement, c'est parce qu'il y avait ce respect, des aînés. Bonjour madame. Oui, mais est-ce qu'on le faisait parce qu'on était menacé ou parce qu'on avait peur ? Moi, c'est ça que je veux vous dire. Parce qu'on avait été élevé comme ça. Oui, mais on a été élevé comment, Philippe ? Moi, si je prends mon éducation et les gens de ma génération, on a quand même été élevés. À l'école, moi j'étais à l'école républicaine, donc je sais comment ça se passe, où on avait quand même donc le respect de l'enseignant. Quand il rentre dans la classe, on se lève. C'est souvent l'exemple qu'on reprend. Moi, j'ai vécu cette période et je l'ai connue. D'accord ? Ça ne veut pas dire... Ça ne m'empêchait pas, en fait, de penser du mal du professeur. Bien sûr que je ne vais pas le lui dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plus une liberté d'expression à dire son désaccord, à exprimer son désaccord, à exprimer le fait que vous désavouez quelqu'un, par exemple, ou que vous le trouvez complètement nul dans son enseignement, dans sa pédagogie. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une démocratisation qui s'est passée, c'est-à-dire la démocratisation aussi du savoir. Maintenant, avec les réseaux sociaux, l'Internet, tout le monde peut aller visiter n'importe quelle grande bibliothèque virtuellement. On a besoin d'une information. Moi, j'étais en formation le week-end dernier. D'accord ? En formation, et j'avais... Pourtant, mes stagiaires sont plus jeunes que moi, mais dans l'instant présent, pendant que je suis en train de présenter le concept, là, une des stagiaires est sur ChatGPT, où elle va vérifier ce que je suis en train de dire, et que ChatGPT... Et pour mieux comprendre encore. Puis comme... Vous voyez ? Donc, elle me l'a dit, je lui ai posé la question. Mais ça vous stresse pas, ça ? Non, moi je l'ai intégré, Philippe. Parce que c'est sûr, je pourrais dire, c'était mieux avant, la formation c'était mieux avant, parce que c'est toi le sachant, c'est toi le prof, c'est toi l'enseignant, tu transmets le savoir. Vivre le moment présent de la formation, c'est-à-dire être là, concentré, écouter. Oui, mais si en même temps tu es en train de vérifier sur ChatGPT, tu fais deux choses à la fois. Mais Philippe, c'est dans notre conception à nous. Parce qu'avec les intelligences multiples, la personne vous dit, moi déjà j'interdis le téléphone pendant les séances, je dis vous posez, vous les mettez sur... Bon, il y a des mamans, donc sauf s'il y a des urgences parce qu'elles font garder leurs enfants ou quoi que ce soit, bref, toute la logistique. Mais de dire, elles disent non mais je peux faire les deux en même temps, ou elles viennent. Alors moi je l'ai intégré, je l'ai pris comme étant pas la remise en question de ma transmission, mais plutôt un enrichissement des savoirs. Voyez ? Parce que le savoir circule. Le savoir n'est pas la chasse gardée d'une personne ou deux personnes ou du formateur ou du prof ou de l'enseignant. Je reviens au respect, ce dont on parlait. La question du respect. Aujourd'hui, en fait, il faut peut-être l'intégrer d'une manière différente. Avant, on respectait les adultes, on faisait preuve d'autorité et tout le reste, tout ce qui va avec le packaging du respect. L'enseignant. Oui. De respecter l'enseignant, c'est ça que vous êtes... Oui, on respectait l'enseignant. Mais aujourd'hui aussi, on le respecte. Mais en fait, je
Je ne sais pas comment je vais le dire. Je vais trouver les mots. Mais en fait, on le fait d'une manière différente, Philippe. D'une manière différente. Parce que ce n'est plus... Je reviens à la spirale dynamique. On n'est plus dans la transmission du savoir d'une manière qui est pyramidale. Voyez ? Elle est plutôt circulaire. Voyez ? Parce que même, on voit même dans moi j'étais enseignante avant, mais même je vois même dans la disposition quand je vois les jeunes, ma fille est professeure des écoles, et quand je vois même dans la disposition de la classe, elle me dit maman c'est beaucoup mieux quand on les installe de cette manière-là, et je la comprends complètement. Pourquoi ? Parce que dans la représentation mentale de l'enfant qui est en train d'apprendre, on lui montre que ça ne descend pas, ça ne vient pas d'en haut, mais que c'est circulaire et qu'il peut aussi exprimer ses besoins, exprimer son désaccord sur quelque chose. Maintenant, je suis d'accord avec vous, la manière de le faire, c'est le comment en fait qu'on n'a pas intégré. Je pense que le respect est toujours là, mais la manière de l'intégrer est différente. Oui, je suis d'accord avec vous, il y a plus de violence. Oui, je suis d'accord avec vous, il y a une manière de faire qui est très... Moi, je me rappelle quand j'étais au collège et même au lycée, je voyais certains élèves qui étaient irrespectueux. Moi, j'avais même vu un des élèves, qui était un des camarades dans ma classe, qui a pris la prof d'italien à l'époque, et je me rappelle, paix à son âme, je pense qu'elle est morte, la dame, et il l'a prise et il l'a accrochée au porte-manteau. Oui, moi j'ai vu des trucs, des choses qui se passaient à l'époque, c'était pas mieux avant, mais qui se passent aussi aujourd'hui. Donc cette question du respect, je pense, c'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, et là je dis il faut, donc un opérateur de nécessité, qu'il faut en fait le redéfinir et d'une manière en fait qui est adaptée à notre époque. Ça veut pas dire qu'on va laisser tomber des choses, ça veut pas dire que on va arrêter de respecter, c'est pas ça. C'est que le respect va évoluer lui aussi avec la société et avec les enfants d'aujourd'hui, avec les adultes d'aujourd'hui, et pas ceux de l'ancien temps. C'était mieux qu'avant. Est-ce que je vous ai convaincu ou pas ou je suis complètement convaincu. Ça va alors, donc ça va. Mon exposé n'est pas trop... Non. J'ai regardé en même temps que vous me parliez sur ChatGPT. ChatGPT est tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait d'accord. Mais une fois, ça m'est arrivé, c'était un jeune et il a dit « Ah, mais Karima, tu dis pas n'importe quoi. » Et j'ai souri, je lui dis « Bah, merci de me le faire remarquer. Je pense que je ne dis pas n'importe quoi. » Non, mais c'est cette façon de valider. C'est ça, c'est la question. Et si la personne qui est en train de transmettre le savoir a un problème et a besoin de validation ou un problème avec ça, c'est sûr que ça va coincer. Je suis d'accord. Il faut que la personne aussi, elle les travaille et qu'elle soit au courant, en fait, qu'elle ait les outils, qu'elle ait les clés de compréhension des personnes qu'elle a en face d'elle, dans le contexte de formation, dans le contexte de la classe aussi. Voyez ? Mais si, bien sûr, on veut faire marcher... Moi, je me rappelle quand j'étais au collège et qu'on avait mon professeur d'italien, encore, ça c'est un autre, c'était un monsieur, et quand il m'a vu, il roulait les airs et il disait, ici, on va marcher à l'ancien temps. Donc moi, c'était les années 80, quand j'étais 85, 86, quand j'étais au collège. Vous voyez ? Et il était là avec sa baguette et il nous faisait... Mais vraiment, tout était le truc l'ancien temps. Nous, moi, je pensais qu'on était déjà très moderne. Mais alors, de le voir, il dit ici, c'est comme ça que ça marche. C'est pas autrement. Et il faisait... Et dans la classe, dès que vous rentrez dans la classe, vous sentiez déjà l'atmosphère dans la classe de l'ancien temps. Il utilisait des méthodes aussi pédagogiques. Il ne voulait pas entendre parler de la pédagogie pour apprendre une langue vivante. Non, il était sur nous faire écouter des bandes. Et puis on devait répéter. Bon, j'étais excellente en italien, ça ne m'a pas empêchée. Mais de dire le fait que la personne, quand elle se fige dans sa tête, on revient encore au cerveau, quand on se fige dans notre tête et qu'on reste sur notre compréhension, qu'on reste sur nos a priori, nos présupposés, de dire oui, parce que c'est une méthode avant qui avait fonctionné, qui a donné des résultats, et de rester figé dessus, ça, c'est pas de l'évolution. Voyez ? Et on n'intègre pas les nouvelles technologies, les nouvelles choses pour grandir et pour aller vers l'avenir, parce que le but, c'est ça. Bon, alors comment se convaincre que c'est maintenant que c'est mieux ? Alors, j'avais préparé une phrase, je vais vous la donner. Déjà, donc, prendre conscience du travail que fait notre cerveau, d'accord ? Donc, la nostalgie, c'est pas un mensonge. Je suis pas en train de me dire de rester, de me mettre radio nostalgie. Je vais écouter toutes les chansons que j'écoutais à l'époque, voilà, ou dans ma voiture, et puis je vais me mettre toutes les bandes son, les playlists. À tue-tête. À tue-tête, d'accord. Qui peut faire du bien, d'accord. C'est une boussole. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Vraiment considérer ça comme étant une boussole, d'accord. Pourquoi ? Parce qu'elle nous rappelle ce qu'on aimait, d'accord. Et elle nous rappelle aussi ce qui nous manque, d'accord. Et qu'on veut retrouver. Voyez le processus ? Qu'est-ce qui me manquait ? Elle me rappelle ce que j'aimais. Qu'est-ce qui me manquait ?
et ce que je veux retrouver. D'accord ? On ne la subit pas, on l'intègre et on transcende. D'accord ? Et elle devient vraiment un moteur d'avenir. Je vais vous donner ma phrase. Donc, ce qu'on reprend du passé et pour construire demain, c'est ça, c'est qu'est-ce que je peux reprendre du passé pour construire demain ? D'accord ? C'était ça la phrase, c'est celle-là. Voilà, je l'ai donnée. Elle vous plaît ou pas ? Attendez, on peut l'avoir de bout en bout, peut-être, comme ça sera bien. C'est qu'est-ce qu'on peut reprendre du passé pour construire demain ? Bon. Elle vous plaît ou pas ? Ah oui, elle est belle. D'accord ? Parce qu'en fait, c'est un voyage dans le temps. C'est un voyage dans le temps qu'on fait, Philippe, pour aller récupérer le trésor qui est là-bas et l'amener, le nettoyer, le polir, l'embellir et l'amener dans l'avenir, quoi. Ouais. C'est ça, en fait. Et c'est vrai que quand on voit les vieux films à la télé, les vieilles séries... Mais vous savez... Alors, le Club Dorothée. Alors maintenant, c'est le retour du Club Dorothée. Le Club Dorothée. Et je vais 2 expériences que je vais vous partager rapidement. Moi, j'aimais beaucoup Robert Redford. Et là, avec sa mort, paix à son âme, j'ai re-regardé tous les films. Et j'ai regardé The Way We Were avec Barbara Streisand, voilà, et je l'ai re-regardé et je me suis fait toute la série, j'ai repris Out of Africa, La Proposition Indécente, tous les films en fait de Robert Redford et avec Jane Fonda aussi. C'était le canon de l'époque, Robert Redford. Mais pas que de l'époque. Pour moi, il a bercé ma jeunesse, il a contribué à la co-construction en fait de l'idéal masculin, si vous voulez. Pour moi. Vous aimiez les blonds roux, les blonds vénitiens? Non, je pensais pas que j'aimais. Ben oui, j'ai bien aimé. Oui, j'aime bien. Donc il y a ça que je voulais vous partager. La deuxième chose que je voulais c'est l'ancêtre de Brad Pitt. Hein. Oui, de toute façon c'est le même. Après il y a eu Brad Pitt. Après il y a eu Brad Pitt, exactement. Puis c'est le même stéréotype en fait. Ouais. Et j'ai perdu ce que j'allais dire. Ils ont fait un film ensemble, je crois, Redford et c'est un film sur la pêche à la mouche. Oui, les deux. Au milieu coule une rivière. Il est magnifique ce film. Il est magnifique. Oui. Bon, si ça vous a fait du bien, Robert Redford. Donc j'ai repris et puis il y a une étude, je suis tombée sur une autre étude qui dit que notre cerveau, vous savez, quand on se refait toutes les séries et qu'on connaît par cœur, et en fait c'est un moyen d'apporter de la sécurité. Vous voyez ? Donc le fait qu'on aille chercher les souvenirs des choses qu'on a déjà vues nous sécurise aussi. Donc raison de plus de le faire parce que ça nous sécurise et ça nous aide à construire notre identité. Bien, vous pouvez réécouter les émissions de Karima Chadi dans les années 80 en boucle. Vous allez voir, ça va vous sécuriser. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci Karima. Merci Philippe, à bientôt. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.